moyens aujourd'hui, vous savez, les problèmes de la République centrafricaine, je vous ne le cache pas. Nous sommes confrontés à une problématique sécuritaire, à une problématique de cohésion. Et la population, elle a raison. Elle réclame plus de sécurité. Elle réclame ses forces de défense et de sécurité pour la protéger. Et cela a un coût. Et ce qui fait que malheureusement, il faut que le gouvernement arrive à prioriser. Il faut répondre aux attentes immédiates de la population. Et c'est vrai que vous avez des secteurs aujourd'hui pour lesquels il faut continuer à faire le plaidoyer. Nous avons besoin, c'est vrai que nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la cohésion sociale, mais nous avons aussi besoin des moyens pour éduquer les enfants à l'école, des moyens pour encadrer les jeunes filles à rester à l'école, des moyens pour accompagner les femmes victimes de violences, des moyens pour autonomiser la femme. Parce que si elle est autonome, elle peut apporter son appui au foyer, à l'éducation, à l'encadrement des enfants. Évidemment, nous avons besoin du concours des partenaires. Comme je le rappelais tout à l'heure, nous avons l'UNICEF, nous avons le UNFPA, nous avons le PNUD, mais aussi ONU Femmes aujourd'hui, et dans une moindre mesure la MINUSCA aussi, qui nous accompagne à nous aider à faire face à toutes ces problématiques que j'ai citées tout à l'heure. Mais évidemment, au niveau du gouvernement, comme je vous le disais, les priorités aujourd'hui, c'est la défense et la sécurité. C'est ce que réclame la population. Et pour lequel nous continuons le plaidoyer parce que nous n'avons pas justement les moyens nécessaires pour accompagner, pour prendre les questions de violence basées sur le genre. C'est vrai que nous avons au niveau étatique, au niveau interministériel, l'unité mixte d'intervention rapide de répression contre les violences à l'égard des femmes, qui s'appelle UMIR, qui est aussi à cheval entre le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, le ministère en charge de la sécurité et le ministère de la justice. Mais évidemment, nous avons besoin de moyens. Comme je le rappelais tout à l'heure, ces questions de structures tampons pour les femmes qui sont victimes de violences, de structures tampons pour les enfants, où on doit les réinsérer dans les familles. Il faut mobiliser des ressources. Évidemment, nous avons, c'est vrai, l'appui des partenaires, mais nous sommes en plaidoyer au niveau du gouvernement pour pouvoir mobiliser un peu plus de ressources pour nous permettre de mettre en place ces stratégies de protection des droits de l'enfant. Il y a eu des avancées sur le plan administratif. Il y a la convention, il y a un comité de pilotage qui va être mis en place, dont les textes sont déjà prêts. Nous attendons la signature de ce texte-là, où il va y avoir un comité interministériel qui sera mis en place justement pour accompagner la mise en œuvre de la convention relative à la protection de l'enfant, et puis aussi travailler sur cette loi qui va protéger les enfants, comme je le disais tout à l'heure, ces enfants soldats qui ne doivent pas être considérés comme des criminels, mais c'est ceux qui les emploient qui doivent être considérés comme des criminels, criminaliser le recrutement d'enfants par les groupes armés ou par toute autre forme de militaires qui existent. Donc voilà un peu, c'est pour dire que nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens. Oui, bien sûr, en ce qui concerne... et vous savez, les fonctionnaires, il y a combien de fonctionnaires? On a peut-être un maximum de 20 000 fonctionnaires sur 5 millions d'habitants. Vous avez une majorité de la population aujourd'hui qui est très pauvre. Et avec les crises que nous avons connues, on a une majorité de population. Mais évidemment, je suis tout à fait d'avis avec vous. Un fonctionnaire qui travaille entretient indirectement 50 personnes. C'est ce que nous disent les statistiques. Un Centrafricain qui travaille entretient 50 personnes dans son cercle familial. Évidemment, tout le monde n'est pas fonctionnaire, je suis d'avis. On a une majorité de la population qui est cultivateur ou paysan, entre guillemets, comme on le dit, qui ne vit que des produits de la culture, qui ne vivent que des produits de la culture ou du petit commerce ou de la chasse et des cueillettes. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, la réflexion, et on est en train d'y aller avec l'appui de la Banque mondiale, c'est d'aller vers une politique de protection sociale adaptée. Adaptée en se tournant vers les plus démunis. Parce que les plus démunis aujourd'hui sont une majorité. En développant ce que nous appelons les filets sociaux. Vous avez un certain nombre, un petit moyen qui est mis à la disposition d'une famille, je ne sais pas, ça peut être 25 000 francs ou 50 000 francs tous les trimestres, pour permettre à ces familles-là qui n'ont pas d'autres revenus que leurs activités agricoles ou que leurs petites activités commerciales, d'avoir un peu plus de ressources
pour pouvoir se prendre en charge, pour pouvoir soutenir l'éducation des enfants. Donc, la réflexion est avancée. Nous sommes en train de mettre en place cette politique-là. Et je pense qu'une fois que cette politique sera mise en œuvre, on pourra accompagner sur la base d'une base de données disponible, on pourra accompagner les familles les plus démunies de façon à avoir des moyens pour pouvoir survivre, faire face aux demandes de leur foyer. Oui, je suis d'accord que la loi centrafricaine interdit l'avortement, mais elle n'interdit pas l'avortement quand c'est pour des raisons médicales, ou la vie de la maman, ou de la personne, de la femme ou de la femme, ou de la jeune fille qui porte la grossesse quand sa vie est en danger. Là, elle peut être autorisée, et les services médicaux peuvent être autorisés à procéder à l'avortement. Je suis d'avis. Je suis d'avis que l'avortement est interdit. Mais je suis aussi d'avis avec vous que les contraceptions sont libres. C'est déjà un problème d'information et d'éducation des jeunes, mais aussi des femmes. Aujourd'hui, le travail qu'il faut faire, c'est faire comprendre aux femmes et aux jeunes filles en âge de procréer, en âge de puberté, qu'à partir de 12 ans, elle peut tomber enceinte si les conditions sont réunies. Si elle a atteint sa puberté, si elle a son cycle qui commence à se développer, si elle a les seins, etc., elle a tous les attributs qui vont faire d'elle déjà une femme. Il faut qu'elle s'attende à ce qu'elle tombe enceinte. Il faut déjà que l'information circule. Évidemment, il faut aussi que les jeunes, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon, aillent chercher l'information. Aujourd'hui, les contraceptifs sont libres dans les hôpitaux, sont libres dans tous les services. Vous avez la CABEF qui met les contraceptifs librement à la disposition des enfants, de la population. Évidemment, cette question d'avortement, on ne devait pas l'encourager. On ne devait pas l'encourager. Que ce soit même pour un cas de viol, on ne devait pas l'encourager parce que c'est interdit par la loi. Et que la loi a prévu des circonstances où vous pouvez procéder à l'avortement. Mais la question aujourd'hui essentielle qu'il faut savoir, il faut que nous développons un peu plus les sensibilisations sur l'accès à la contraception pour les jeunes. L'accès à la contraception, moi je pense que le problème est à ce niveau-là. Nous ne devons pas condamner ces filles-là qui se font avorter, ni condamner les services, entre guillemets, ou ceux qui pratiquent l'avortement. Nous sommes d'accord qu'il faut le condamner. Mais il faut développer la sensibilisation pour pouvoir réduire ce phénomène-là parce que, rappelons-le, cela a des conséquences désastreuses. Il y a des vies qui s'en vont avec ces questions d'avortement où la fille, elle a utilisé n'importe quoi pour se faire avorter et qu'elle arrive déjà dans le système, elle arrive à l'hôpital et malheureusement, souvent, c'est trop tard dans la plupart des cas parce qu'elle a pris plein de produits et qu'on ne peut pas la sauver. Donc, la question aujourd'hui, nous devons tous contribuer à une meilleure sensibilisation de la fille, de la femme et de la fille et des jeunes sur la contraception et leur dire que la contraception est libre. Elle est pratiquée en toute liberté. On peut avoir accès à toutes les méthodes de contraception librement dans ce pays. Je pense que la question de la parité ne regarde pas seulement le gouvernement. Ça regarde tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la réduction des inégalités, de la protection des droits de la femme, de la protection des droits de la jeune fille, de l'éducation et de l'encadrement des enfants. Cela n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, mais de tous les acteurs. Je veux dire que ce soit la communauté internationale, que ce soit les ONG qui nous accompagnent sur le terrain, tant les ONG nationales que les ONG internationales, mais aussi la famille. Comment nous éduquons nos enfants aujourd'hui? Si nous avons des garçons, nous avons des filles, est-ce que nous leur donnons la même éducation? Est-ce que nous apprenons aux garçons à faire la vaisselle en même temps que la fille, elle sait le faire? Est-ce que nous apprenons aux garçons, si demain il a un enfant, une fille ou un garçon, est-ce que nous lui apprenons à éduquer sa fille, à éduquer son garçon et à ne pas faire dans l'éducation de donner une préférence au garçon ou à la fille? Le problème est déjà là dans le cercle familial. De donner la même éducation à la fille ou au garçon.
Il n'y a pas de raison que la fille elle soit reléguée à un rôle de femme au foyer, parce que demain elle sera dans son foyer, et que le garçon, il ait un peu plus de liberté en disant oui, mais toi tu es un garçon, ça c'est une histoire de fille, après avoir mangé, toi tu peux aller jouer au ballon, et que la fille, elle doit débarrasser la table, elle doit faire la vaisselle avec sa maman. Donc c'est déjà au niveau de l'éducation. Les jeux doivent être faits dès le moment où le garçon, dans un couple, nous avons un garçon, nous avons une fille. Nous devons nous atteler à leur donner d'abord la même éducation. Que le garçon soit sensibilisé sur la fille et que la fille elle soit sensibilisée sur le garçon. De façon à ce que déjà, dans le foyer, on sache que garçon ou fille, ils sont sur le même point d'égalité dans la maison. Pas de discrimination vis-à-vis de la fille. Une fois qu'on a compris ça, mais cela doit se répercuter à toutes les étapes de l'évolution de l'individu dans la société, que ce soit à l'école. On doit envoyer toutes les filles à l'école. Il n'y a pas de raison de dire la fille elle va rester à la maison pour s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur et que c'est le garçon qui va à l'école. Et une fois à l'école, nous savons que les statistiques sont là. Les filles sont celles qui resteront le moins longtemps dans le circuit scolaire. Ça veut dire qu'il faut donner les moyens à la maman, sensibiliser la maman, à encadrer la fille aussi loin que possible à rester dans le circuit scolaire. Mais comment elle va rester dans le circuit scolaire le plus loin que possible? Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit à égalité dans l'éducation avec le garçon. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, quand elle atteint la puberté, il faut qu'on lui explique comment prévenir les grossesses. Et ensuite, comment elle doit aller jusqu'à l'université, avoir ses diplômes, ne pas l'envoyer en mariage précoce. Une fois qu'elle a passé toutes ces étapes, on est sûr qu'on a formé une citoyenne qui sera à chance égale dans la vie avec le garçon. Elle aura les mêmes diplômes que le garçon. Donc, ces questions d'inégalité demain seront résolues. Mais si nous n'avons pas une stratégie adéquate pour accompagner les filles dès la naissance jusqu'à l'école, nous n'aurons pas, parce que la parité, l'objectif c'est 2030, je veux dire dans 10-12 ans. Nous devons avoir au moins 35% de femmes qui auront accès aux postes de décision, qui seront impliquées dans la gestion des affaires publiques, qui seront des directeurs généraux de sociétés, etc. Générales des sociétés, etc. Donc, la base, c'est d'abord dans la famille qu'il faut inculquer dans la tête des parents et des enfants que la fille et le garçon ont les mêmes droits. Il n'y a pas de discrimination de sexe. Et au fur et à mesure de l'évolution, à l'école ou dans la société, cela doit se faire à tous les niveaux pour donner plus de chances. Je suis d'accord que c'est une discrimination positive. Mais regardez les inégalités. Le fossé est grand entre l'homme et la femme. Il faut que nous poussons les femmes. Et même si la fille n'est pas restée dans le circuit scolaire, même si la femme à un moment donné est sortie du circuit scolaire, ce qu'il faut faire, comme je le rappelais, il faut donner de la qualification à la fille, à la femme. Il faut donner de la formation. Quelle est une qualification? Quelle est une compétence? À partir de ce moment-là, on est sûr qu'elle pourra, en termes d'égalité, postuler aux mêmes fonctions qu'un garçon ou un homme, avoir les mêmes responsabilités. Mais si on ne lui a pas donné la qualification, on ne lui a pas donné la compétence, on n'a pas développé un programme approprié d'accompagnement des jeunes filles dans le circuit scolaire, évidemment, d'ici 2030, nous serons encore loin de la réduction de ces inégalités entre l'homme et la femme. Donc, toute la question aujourd'hui, c'est vrai, la loi sur la parité a été signée, promulguée par le président de la République, mais la question aujourd'hui, c'est que nous devons tous nous atteler, gouvernement, société civile, la famille, à accompagner le processus de réduction des inégalités entre l'homme et la femme et de l'application effective de cette parité-là. Le contexte actuel, je ne suis pas contente avec la réaction de la société civile qui a décrété des villes mortes. Vous décrétez des villes mortes. Si les médecins ne sont pas dans les hôpitaux, qui viendra au secours aux femmes qui ont besoin d'accoucher? Qui fera les césariennes aux femmes si nous n'avons pas de chirurgiens dans les blocs opératoires? Et c'est irresponsable. Nous sommes dans la période des examens qui commence.
les épreuves sportives du bac et du brevet doivent commencer. Et on empêche les enfants d'aller passer leurs examens. C'est une violation de leurs droits. Ce n'est pas normal. Ça, je suis touchée en tant que ministre en charge des questions de protection de l'enfant. Je ne suis pas d'accord avec cette décision de la société civile d'empêcher les enfants d'aller à l'école. On crée une psychose, on empêche ces enfants déjà qui sont déjà otages de cette situation et qui sont victimes de cette situation d'avoir droit à l'éducation. C'est une violation de leurs droits. Et surtout pour les femmes aussi, c'est une violation de leurs droits. Elles sont malades, elles ont besoin d'assistance. Et si les médecins ne sont pas à l'hôpital, ces femmes-là perdent la vie. Et ces enfants qui doivent naître pour accroître nos statistiques de la population vont mourir. Je trouve que c'est irresponsable. Nous nonobstant le fait qu'on est tous d'accord que c'est une revendication légitime, mais prendre une décision comme ça, quand les enfants ont commencé les épreuves sportives, le bac, les examens, je trouve ça regrettable de la part de la société civile. Je ne trouve pas ça responsable.